إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Même si je suis né après l'indépendance du Maroc, je suis un pur produit de l'histoire commune entre la France et le Maroc. Je ne le déplore absolument pas, j'en suis très très heureux. Et d'ailleurs, pour donner juste un petit exemple pourquoi je ne le déplore pas, et je suis arrivé ce matin dans le train, je lisais un livre turc qui est traduit chez Gallimard. Il n'est pas traduit en arabe. Malheureusement, on traduit moins que l'Espagne, par exemple. C'est quelque chose de très connu, hein. Et en passant par la langue française, finalement, je m'ouvre au monde entier. C'est pas rien. C'est même plus que pas rien, c'est tout. Il faut se rendre compte que nous vivons dans une période difficile de transition où l'arabe n'a pas pu, pour des raisons historiques, assimiler tous les savoirs modernes, et ça va demander beaucoup d'années, ça ne va pas se faire facilement. On peut imaginer des dizaines de millions de travaux qui ont été faits entre le XVe siècle et aujourd'hui, dont une grande partie, normalement, devait être assimilée par la langue arabe. Mais sur ces dizaines de millions de travaux, il n'y a pas le 1 millionième qui est passé en arabe. Donc l'arabe, tout seul, aujourd'hui, n'a pas la capacité de s'adapter véritablement au monde moderne. Il faut nécessairement une langue avec l'arabe. Quand on voit qu'il n'y a pas d'infrastructure, on a le centre culturel français à Casablanca, d'accord ? Mais quand on va voir à Paris et tout, on a plein de centres d'épanouissement des jeunes, alors qu'on ne trouve pas ça ici au Maroc. Il faudrait essayer d'éliminer l'idée que pour avoir un avenir, il faut partir en France. Il faudrait qu'au contraire, ce soit ce qu'on cherche en France qui vienne au Maroc. Quand on voit un étudiant marocain qui travaille dans un lycée français, quand on lui demande ce qu'il espère faire dans l'avenir, il répond « Moi, je vais aller en France travailler et je resterai en France ». Et ça, c'est quand même dommage, puisque les personnes qu'on forme au Maroc pour devenir des élites de la société, ils vont aller en France et justement faire profiter la France de leurs connaissances, alors qu'ils pourraient très bien revenir au Maroc et après avoir obtenu leur diplôme ou autre, et faire justement développer le Maroc ou essayer de faire une avancée. Parce que si tous les cerveaux partent en France, il ne restera plus rien pour le Maroc, et le Maroc restera au point où il en est aujourd'hui. En fait, je pense que tous les Marocains devraient avoir un sentiment de patriotisme. Quand ils vont en France faire leurs études, ok, ils s'enrichissent et tout, en savoir, mais quand même, c'est leur pays, ils y ont vécu, ils ont été formés par eux. Il y en a certains qui ont été dans un lycée français, d'accord, mais c'est leur pays, quoi, c'est leurs origines, c'est leur culture. Ils devraient y revenir et le faire progresser. C'est une histoire commune qui a été en parallèle et qui s'est quand même très bien déroulée. Et je crois que ça vient un peu du fait que le Maroc, un peu sur des plans différents, le même passé et la même histoire. C'est-à-dire que le Maroc remonte à deux ou trois siècles avant Jésus-Christ, comme nous. Et c'est extraordinaire, moi qui voyage beaucoup, puisque j'ai le monde entier, la différence de réaction des peuples qui ont un passé, une histoire, et des peuples qui n'en ont pas. Et on se demande comment, par exemple, le Fleu de l'Atlas peut savoir que son pays a un passé, a une histoire, a une civilisation qui remonte très loin. Vous avez une certaine dignité, mais qui est instinctive chez les peuples qui ont un passé. Nous sommes dans une approche politique, elle aussi complètement mondialisée, et on n'arrive plus à savoir qui nous sommes. Alors que, si on ne sait pas qui nous sommes, a fortiori 50 ans après l'indépendance, il est évident qu'on ne pourra atteindre aucun objectif du millénaire si on ne part pas de quelque chose qui dit qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on partage ensemble et qu'est-ce que nous voulons faire ensemble. Nous ne sommes pas nés d'hier. C'est quand on est profondément enraciné dans son histoire, dans sa mémoire, dans ses valeurs, dans son identité, qu'on peut se payer sans aucun risque le luxe d'accepter les autres, le luxe d'aller vers les autres, parce qu'on sait qu'on n'y perdra pas son âme. Et ça, pour moi, c'est la partie la plus noble, la plus riche et la plus significative de ma marocanité. Et c'est celle-là dont le protectorat ne m'a pas privé. Je n'ai pas pris ma carte de résident. Je l'aurais sans problème, hein.
Pourquoi? Parce que c'est réservé aux étrangers. Je ne me sens pas étrangère. Je le sais, mais je ne me sens pas étrangère. Et je ne suis jamais bien quand je quitte une des deux rives. Quand je quitte le Maroc, je me sens une espèce de culpabilité vis-à-vis d'abord, et puis mes amis me manquent, et puis la vie que je mène. Quand je quitte la France, c'est pas mieux. Mon village me manque, mes enfants, mes petits-enfants. Donc je me sens assez, enfin, le mot déchiré, on l'emploie trop, il est trop pompeux. Mais tout de même, je me sens pas à l'aise dans ça. Mais j'aimerais avoir les papiers marocains, la nationalité marocaine. Et pour une seule raison, à mon avis. Pas parce que j'ai un mari marocain ou quoi que ce soit. Parce que j'aurais pu rendre service au Maroc une fois dans ma vie. Ça, j'aimerais. Je suis très très attachée à ce pays et très attachée à cette population et j'ai envie de l'aider, c'est tout. J'ai toujours eu envie d'aider cette population parce que j'ai appris à la connaître et j'ai appris à l'apprécier, c'est tout. J'ai envie de l'aider. Et je suis pas la seule ayant cette envie, on est quand même pas mal. D'ailleurs, nous avions précédemment une amicale des anciens de la santé publique du Maroc et nous sommes tous, je dois dire, très profondément attachés parce que nous avons beaucoup reçu au Maroc. Et il nous paraissait tellement facile de donner quand on reçoit. Je crois que c'est tout à fait normal qu'à ce moment-là, on ait envie de poursuivre une action qui a été quand même dominante dans nos vies. Mais il y en a beaucoup qui méritent qui méritent même la double nationalité, que je n'ai pas d'ailleurs, et que j'aimerais bien avoir. J'ai 67 ans de Maroc. Ça me ferait plaisir d'avoir la nationalité marocaine. J'ai tenu à aller sur la tombe de mon père et de mon grand-père, qui sont enterrés tous les deux au cimetière de la route de Téhémara à Rabat. Et quand je suis allée dans ce cimetière et que j'ai vu ces deux tombes côte à côte, j'ai été remplie de sérénité parce que j'ai trouvé qu'ils étaient bien là. Et je me suis dit, mais ils sont enterrés dans leur terre et il faut qu'ils restent là. Pour honorer la mémoire des soldats marocains, les membres de la Koumia, l'association des anciens des Goum marocains et des affaires indigènes, témoignent leur reconnaissance au peuple marocain et à ses guerriers pour les sacrifices consentis par eux pour la victoire du 8 mai 1945. Quand la Koumia se réunit pour assister à une messe, il y a toujours un officier qui récite la prière pour nos frères marocains. Ils sont venus seigneurs des rives sarrasines de votre Méditerranée chrétienne. Combien d'entre eux sont morts sur les routes de France, des cyprès de Provence jusqu'aux neiges du Rhin, si loin de cette terre où leur cœur était resté, si loin des tentes noires et des xours fauves. Je suis désolée. De la montagne bleue et des oliviers tordus, du doux bruissement des palmes sous la brise du sud, et de l'âpre chanson du vent dans les branches puissantes des cèdres argentés, remplis du souvenir d'une lumière unique. Leurs yeux se sont fermés au bleu. C'est un symbole fantastique que la garde républicaine défile avec la garde royale. C'était le meilleur symbole de cette unité entre le Maroc et la France. Et de voir ce roi se mettre debout et montrer
à l'intérieur de ce symbole de la Révolution française, 1789, qui est une révolution précisément contre la monarchie, et de venir, et le temps a changé, parce qu'on doit évoluer avec le temps, cette harmonie entre la monarchie et le système républicain, et de voir défiler cela de cette manière, avec les applaudissements de tout le monde, sur les Champs-Élysées, qui est aussi un symbole, où des deux rives des Champs-Élysées, des milliers de personnes ont acclamé la garde royale marocaine. Je crois que c'est la meilleure manière, le meilleur symbole de reconnaissance de la France. Alors, il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans la relation France-Maroc qui aurait pu tourner mal, puisqu'après tout, c'est un épisode de l'histoire coloniale. Et même si le protectorat au Maroc a été pendant longtemps beaucoup plus intelligent qu'ailleurs, notamment à cause de l'idée que l'UOT s'en faisait, que c'était une transition destinée à redonner dès que possible au Maroc sa pleine souveraineté, ça n'a pas été interprété comme ça par tout le monde. L'accession du Maroc à l'indépendance s'est passée dans des conditions exceptionnelles qui ont préservé la suite. Et cette relation s'est poursuivie après, à travers quand même plusieurs républiques en France, 4e, 5e République, 5 présidents, à travers plusieurs règnes au Maroc, Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI, à travers des événements heureux ou difficiles. Il y a eu de nombreux points d'accord dominants, constamment dominants, mais aussi des moments de tension, des quasi-ruptures, des réparations, donc une grande histoire. Les relations ils ont été parfois tourmentées et même durement éprouvées. L'affaire Ben Barka. L'affaire Ben Barka, quand on y regarde de près, sans tricherie et sans manipulation, est une affaire emblématique. Elle a eu lieu parce que le couple était chez lui. Oufkir s'est comporté comme s'il était chez lui. Et les Français ont aidé les Marocains comme s'ils avaient fait affaire à les services français travaillaient pour les services marocains, et les services marocains agissaient sur le territoire français comme s'ils agissaient sur le territoire marocain. Après une période de bouderie que mes amis et moi nous avons faite à l'égard du pouvoir royal, après l'affaire Ben Barka, nous avons repris contact. Quand le roi Hassan II nous a demandé une aide pour un passage, une médiation avec Israël. Encouragé d'ailleurs par mon ami Abderrahim Bouhabid, qui était la personnalité dont les Marocains, j'espère, se souviennent, et qui était un grand ami. J'ai vu à plusieurs reprises le roi Hassan II. Chaque fois que je l'ai vu, j'ai découvert une très forte personnalité, avec une vision du monde et une conception particulière de l'islam. Mais je m'étais imposé une discipline. Chaque fois que j'ai vu, je lui disais que j'étais un peu le porte-parole des prisonniers de Kénitra, de la famille Oufkir. Et je lui demandais de faire un geste en lui disant « Vous avez un accord sur votre personne internationale, mais ça, c'est une tâche du régime. Je ne comprends pas. » Et chaque fois, en tout, il y a eu 5 fois. Chaque fois, il m'a rassuré. Non seulement il m'a rassuré, mais il m'a dit « Attendez, soyez patient, je vais le faire. » Et puis, il ne l'a jamais fait. Ce qu'il a fait, pour essayer de résoudre le problème israélo-palestinien, il a été merveilleux, et les risques qu'il a pris. Les visiteurs a fait venir. J'ai employé cette expression, un roi de génie. C'est vrai, j'ai eu la chance non seulement de le connaître, mais d'être son ami et parfois de servir ses desseins. La grosse crise, ça a été l'affaire Gilles Perrault, ou l'affaire Daniel Mitterrand, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ou l'affaire Abraham Sarfati, je ne sais pas comment il faut l'appeler.
Là, c'est très révélateur de ce qui s'est passé. À l'évidence, il y avait une violation grave des droits de l'homme du côté marocain. Mais les Marocains ne voulaient pas l'admettre. Et quand il y a eu l'affaire Gilles Perrault, c'est-à-dire la publication d'un livre inspiré par la femme de Sarfati, c'est elle qui a fait le boulot, c'est Christine Sarfati, à qui nous devons la révélation de Tasman Marthe et à qui nous devons tout le travail de documentation à partir duquel Gilles Perrault, qui n'a jamais mis les pieds au Maroc, a pu écrire son livre, un pamphlet, qui a fait beaucoup de bruit. Et le Maroc était montré du doigt. Au niveau des rédactions parisiennes, donc le Maroc, on peut... Même s'il fait des progrès, on annulera tous ces progrès, on dira toujours l'inverse. C'est un peu le punching ball du Maghreb, moins réactif que les Tunisiens, moins ombrageux que les Algériens. Donc ce paternalisme se traduit dans les faits par une mésestime amicale, et en disant qu'eux, de toute façon, ils ne s'énervent pas beaucoup, on peut te le dire. Le point d'orgue de cette approche qui, à mon avis, parce que quand on a des amis, il faut s'occuper d'eux, il faut faire attention à leur sensibilité, en tenant compte bien sûr des principes et des valeurs de chacun, mais il faut faire attention à ses amis, avoir le souci de son ami. Le point d'orgue, c'était des gros malentendus, style l'affaire Gilles Perrault, style des questions d'appréciation de l'évolution sur le plan politique du Maroc. Et là, ce n'était plus, comme ils disent, eux, leur vision de l'évolution du régime marocain. Non, c'était beaucoup plus leur absence de vision de l'évolution de la société marocaine. De tous les pouvoirs, de la classe politique, de la classe dite intellectuelle, etc., etc. On n'a rien vu. Ça posait des problèmes à l'extérieur, heureusement, parce que ça a aidé les Marocains à balayer devant leur porte.